Bonjour à tous et vraiment merci de vous être rassemblés et d'avoir pris du temps pour ces rencontres. D'abord, je voudrais préciser et remercier Leroy Merlin Source avec lesquels on travaille depuis maintenant plus d'un an pour produire toute cette réflexion autour des enjeux de l'habitat et du vieillissement. Hein, on a vu ensemble comment structurer des regards. Je, je précise tout de suite que notre volonté, ça n'est pas d'avoir une encyclopédie de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait, mais plutôt de permettre d'avancer dans la réflexion, de poser des regards sur des questionnements, des angles, des réponses qui sont apportées. Et ça sera l'occasion ce matin d'avoir cela. Ça se situe dans un cycle des habitats pour des vieillissements accompagnés des parcours résidentiels diversifiés. Et je crois que la volonté commune que nous avons avec le roi Merlin Source, c'est vraiment déguiser les appétits et de redire que au-delà des contraintes techniques et des difficultés humaines qu'il peut y avoir par moment, l'essentiel, c'est à travers ces parcours diversifiés, de dire que il est important de donner le choix de là où on va vivre, de comment on va vivre, des conditions, et que c'est ça, améliorer la qualité de vie des habitants. Et l'autre chose, c'est à travers ce choix, de donner envie de rester là où on est ou d'aller là où on se sentirait mieux. Et donc, la conception de ces webinaires sont vraiment autour de cette idée-là, d'ouvrir des champs, d'informer, mais de ne pas être exhaustif. Évidemment, les webinaires et les intervenants que vous allez retrouver aujourd'hui, vous les retrouvez aussi dans les essentiels amis des aînés que nous avons travaillé ensemble. C'est le numéro 9 des essentiels. Voilà, c'est quelque part mettre en vie un ouvrage et permettre aussi de mettre des visages et d'animer la réflexion. C'est la raison pour laquelle on fait ces webinaires, c'est de pouvoir aussi vous permettre de poser des questions, d'intervenir pour compléter ou pour, je dirais, construire votre propre perception des choses. Donc aujourd'hui, il y a Pascal Dreyer qui animera cette matinée. Et puis nous aurons la chance d'avoir Manon Labarchède, Odile Marconnet et Ariane Binet-Prévost qui vont nous présenter leurs initiatives ou le sens dans lequel ils mettent les choses. Et je laisse tout de suite la parole à Claire Letertre pour présenter le roi Merlin Source et je reviendrai un tout petit peu après pour vous expliquer très rapidement ce qu'est le réseau francophone Ville Amie des Aînés. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter le roi Merlin Source parce que même si on connaît le roi Merlin Source est beaucoup moins connu. Donc en fait, le roi Merlin Source est le réseau de recherche de Leroy Merlin sur l'habitat qui a été créé par le roi Merlin en 2005. Il rassemble près de 60 chercheurs académiques ou indépendants et professionnels de l'habitat. Ces chercheurs partagent les thématiques, les approches de leurs disciplines et métiers et ils élaborent des chantiers de recherche en partenariat avec nous. Depuis 2011, plus de 60 recherches ont été conduites avec pour objectif d'appréhender et comprendre les évolutions et modes de vie, les attentes et les besoins des habitants, ainsi que leurs stratégies personnelles d'adaptation au regard des grandes évolutions qui nous traversent, qui sont les évolutions démographiques, énergétiques et numériques et qui vont avoir un grand impact sur le logement. Les savoirs créés au sein de Leroy Merlin Source sont tous disponibles en open source sur le site internet leroymerlinsource.fr. Et nous avons rassemblé les résultats des recherches que nous avons menées entre 2017 et 2020 dans un ouvrage qui vient d'être publié qui s'intitule « Métamorphose du chez-soi, plasticité du logement et temps de la vie ». Cet ouvrage est disponible sur demande à l'adresse mail qui est indiquée sur la slide, qui est contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr. La thématique que nous avons appelée au sein de notre réseau Habitat et Autonomie et qui parle donc des rapports entre les habitants et leur logement, mais aussi son adaptation pour permettre une autonomie tout au long de la vie, est celle que nous avons le plus investiguée depuis la création du réseau.
Notre recherche emblématique s'intitule J'y suis, j'y reste et elle donne la parole aux personnes âgées dans 3 volets vidéo de 52 minutes chacun. Ces 3 volets ont été réalisés en partenariat avec AG2R La Mondiale et ont été conduits par Marie Delsal. Le premier volet donne à entendre les seules paroles des personnes âgées sur leur motivation à rester chez elles le plus longtemps possible. Le deuxième volet intègre en complément la parole des aidants familiaux et professionnels. Et enfin, le volet numéro 3 se focalise plus sur la problématique des travaux d'adaptation des logements. Nous avons aussi réalisé 2 recherches avec Mélissa Asli-Petit, l'une qui concerne l'aménagement du logement des jeunes retraités, qui est disponible sur Leroy Merlin Source, et une autre qui est en cours de publication sur l'utilisation des objets connectés par ces jeunes retraités. J'ai aussi mis en valeur le rapport sur le logement du bien vieillir, dont Manon Labarchède va nous parler juste après. Et donc, un certain nombre de contenus de recherche et d'expérimentation que nous avons menés au sein de Leroy Merlin Source sont reprises et détaillées dans le numéro 9 des essentiels du réseau francophone Ville Amie des aînés. Pierre-Olivier, je vous redonne la parole pour présenter le réseau francophone. Oui, me revoilà. Merci beaucoup Manon et je vous conseille vraiment, j'y suis, j'y reste. Ça éclaire et ça fait la transition avec ce qu'est la démarche Ville Amie des aînés, qui est de mettre au cœur de nos préoccupations, eh bien, comment ressentent les choses les habitants âgés eux-mêmes et de faire en sorte qu'on soit complémentaires, qu'on ne pense pas à leur place. Donc là, vous voyez le dernier ouvrage qu'on a produit ensemble, hein, des habitats pour des vieillissements. C'est vraiment un outil intéressant pour pouvoir se pencher sur les choses, pour nommer les choses. Et la volonté du réseau, c'est précisément de croiser les regards entre la partie politique, la partie technique, la vie des habitants, et de faire en sorte qu'on soit, je dirais, à la croisée des chemins pour permettre que ça fonctionne autour de 8 thématiques. Ces thématiques, c'est l'environnement social et l'environnement urbain. Et c'est aussi eh bien, regarder, je dirais, la transversalité des sujets pour faire en sorte que le parcours de vie qu'on peut avoir quand on prend de l'âge soit vu comme un parcours de vie positif, non pas comme une difficulté. On blaguait entre nous avant de commencer en disant qu'il y en avait quelques-uns d'entre nous qui étions un peu plus vieux et on disait aux plus jeunes que ça ne nous posait pas de soucis, que c'était pas un problème en soi. Et c'est vraiment ce message qu'on souhaite porter. Il ne faut pas se dire qu'on se résigne à vieillir, mais la démarche Ville Amie des aînés, c'est vraiment de vivre avec son âge et de trouver des territoires qui composent avec l'âge de leurs habitants et non pas à cause de leur âge. C'est vraiment fondamental pour nous. Et du coup, le rôle et les missions du réseau, c'est vraiment d'avoir un travail de proximité dans la sensibilisation, dans l'accompagnement des territoires. Il y a 172 aujourd'hui adhérents au réseau, ça représente 16 millions d'habitants en France et ça va continuer de grossir. C'est aussi de valoriser ce qui fonctionne bien plutôt que de se lamenter sur les difficultés, c'est de montrer la créativité et les initiatives qui peuvent exister partout. C'est ensuite un travail d'expertise, donc à travers les publications telles que celles qu'on promeut aujourd'hui, mais c'est aussi faire des événements, des formations comme ce webinaire, afin de construire une culture commune et un partage de repères qui est mieux identifié. Et puis, c'est à travers l'expertise, avancer vers un label avec lequel on travaille avec l'APAV et Ariane sur ce sujet-là. Et puis, c'est enfin être une sphère d'influence pour représenter les collectivités, mais non pas les collectivités en disant il faut qu'on pense à nous, mais les collectivités qui s'impliquent pour changer le regard sur le vieillissement, pour lutter contre l'agisme, pour montrer qu'il y a une culture partagée à l'échelle des territoires. Et puis, c'est enfin soutenir les actions et travailler avec des comités d'experts comme ceux qui ont travaillé sur cet ouvrage. Donc voilà un petit peu très rapidement ce qu'est le réseau Ville Amie des aînés. C'est un réseau qui est vivant, dynamique, engagé
Et c'est ce qui, avec Florian, nous fait vibrer chaque matin en venant au travail. C'est de se dire qu'on est complémentaires les uns des autres et qu'à notre petite échelle, eh bien, on aide à faire en sorte que le défi démographique soit réussi pour chacun aujourd'hui, demain et après-demain, en espérant que du coup, on aura aussi contribué à faire quelque chose de plus joyeux et de plus équilibré quand nous-mêmes serons à la retraite, parce que c'est aussi ça la solidarité. Voilà, j'ai terminé la présentation du réseau et je donne la parole à Pascal pour Olivier. animer ces rencontres. J'ai oublié les prochaines sessions. Voilà, je reviens. Donc les prochaines sessions le 27 mai sur des modes d'habitat alternatifs. Et puis la session numéro 4 le 8 juin, l'EHPAD un dernier chez soi. Et vous voyez qu'on a pensé ces webinaires dans un processus, dans un parcours qui ne s'oppose pas les uns aux autres. C'est vraiment fondamental. À chaque temps de la vie et à chaque individu, des solutions qui doivent leur être proposées pour se dire c'est là que je serai certainement le mieux au regard de ma situation. Mais on ne veut vraiment pas opposer eh bien, le domicile à l'habitat collectif. On est vraiment dans l'idée d'un parcours résidentiel. Et puis, j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous pouvez déjà noter sur vos agendas le 1er juillet, un rendez-vous très important qui sera, je dirais, le feu d'artifice de nos rendez-vous à travers un colloque à Saint-Étienne. À toi, Pascal. Juste Pierre-Olivier, excusez-moi Pascal, je voulais juste intervenir pour préciser aux participants qui souhaitaient poser des questions qui pouvaient le faire via le module Q&R qui normalement se trouve sur votre écran à gauche peut-être. En bas. Tout en bas, d'accord. Et ce qui nous permettra ensuite de les centraliser et on les posera à la fin de la session aux intervenants. Et je voulais aussi préciser que la présentation qui va être diffusée ce matin, vous pourrez ensuite la retrouver sur le site, la plateforme Idealco. Sur le club PAPH, qui se fait un plaisir d'accueillir, on est bien d'accord, le réseau francophone de la ville amie des aînés qui a accepté très gentiment notre partenariat et Leroy Merlin pour la webconférence sur les habitats pour des vieillissements, de l'aménagement et de l'adaptation du domicile. Vous la retrouverez en fait, le support de présentation qui a été très bien réalisé, vous le retrouverez dans l'espace documents sur la même page pour revoir, pour revisualiser ou pour visualiser tout simplement cette belle webconférence qui va avoir lieu, enfin qui se tient. Voilà, je ne dis plus rien, je vous laisse continuer. Et j'en profite pour remercier le club PAPH et Idealco pour ce partenariat. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Bonjour à tous, je prends le relais de Pierre-Olivier et Claire qui vous ont présenté à la fois le webinaire et puis cette session qui donc est consacrée à l'aménagement et l'adaptation du domicile dans le cadre du vieillissement. Alors on a la chance d'avoir avec nous 3 intervenants très différents qui vont pouvoir nous permettre d'explorer ensemble cette diversité des enjeux de l'aménagement et de l'adaptation du logement. Tout d'abord, Manon Labarchède, qui est architecte et docteur en sociologie et qui travaille à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux. Odile Marconnet, qui est ergothérapeute et directrice du CREDAT, Centre régional d'ergothérapie, études, diagnostic, adaptation technique, qui intervient sur la région sud, qui est une grande région maintenant, puisque ça va conjoint la région PACA et la Corse. Et puis Ariane Binet-Prévost, qui est responsable du développement national du label Haute Sécurité Santé, que vous connaissez peut-être sous son acronyme HS2, au sein d'APAV Certification. Alors, on a souhaité ensemble commencer ce webinaire pour rentrer dans le vif du sujet par une question commune posée aux 3 intervenants. Alors, la question que je pose à Madame Labarchède, Madame Marconnet et Madame Binet-Prévost est la suivante. Au fond, malgré la prise de conscience du vieillissement, malgré de la population, malgré les politiques publiques mises en place depuis de nombreuses années, et puis malgré le souhait de tous les Français de rester chez eux, on constate quand même qu'il n'y a que 6% des logements qui sont adaptés, aménagés. Pourquoi? Est-ce que vous avez une première réponse à nous donner avant que nous puissions rentrer dans le détail des interventions? Je propose à Manon Labarchède de nous apporter une première réponse.
Oui, bonjour à tous. Avant de débuter, je tenais quand même à remercier l'ensemble des organisateurs de cette session de m'avoir proposé d'y participer. Pour répondre à votre question, Pascal, l'une des raisons qui explique ce faible pourcentage, c'est qu'on ne porte pas tous le même regard finalement sur notre vieillissement et que ce regard se construit notamment en raison de nos expériences personnelles, de notre trajectoire résidentielle, du vécu que l'on a pu avoir, ce qui fait que ça va automatiquement impacter la manière dont on va anticiper les adaptations, les aménagements de son logement et qui vont autant varier d'un individu à l'autre. Merci beaucoup Manon Labarchède. Odile Marconnet, votre regard sur cette difficulté à aménager le logement. Bonjour à toutes et à tous. Merci également de nous avoir invités parce qu'évidemment, ça va apporter de la richesse à ce débat. Donc, pour moi, ce qui est compliqué, voilà, c'est l'intervention un peu toujours dans l'urgence pour ces personnes qui fait que le processus est long. Et sachant qu'il est long, effectivement, et semé d'embûches, l'aménagement ne va pas se faire aussi vite que les personnes le souhaitent. Donc, tout ça va être développé dans mon intervention tout à l'heure. Merci beaucoup. Madame Binet-Prévost, quelle réponse apporter à cette question en première intention? Alors, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, il y a une prise de conscience à la fois de la personne à titre individuel qui est encore difficile aujourd'hui. Donc, il y a une problématique, je dirais, de sensibilisation et de prise de conscience et de connaissance aussi des aides financières qui existent. Donc, il y a tout un travail qui est fait par aujourd'hui de nombreuses entités. Et puis, il y a aussi une prise de conscience des professionnels de l'habitat qui se fait petit à petit, mais qui n'est pas encore forcément mature. Merci à vous. Je passe la parole à Claire qui va animer la première présentation. Merci beaucoup de ces premières réponses. Manon Labarchède, donc vous êtes membre de l'équipe de recherche qui a travaillé sur l'expérimentation intitulée « Le logement du bien vieillir ». Est-ce que vous pouvez nous présenter ce logement, ses objectifs, et notamment les objectifs qu'ont eu les concepteurs au moment du démarrage de la recherche, et donc l'objet aussi de votre recherche? Oui, bien sûr. Alors, donc, le logement du bien vieillir, c'est une expérimentation qui a été menée à Dax, donc sur le territoire des Landes. Dax, qui est l'une des premières villes, une première destination thermale française. Et l'idée de ce logement était de proposer l'adaptation finalement d'un logement assez classique du parc locatif ordinaire de la ville de Dax, dans l'optique de tester en fait auprès de curistes des dispositifs à la fois spatiaux et des mobiliers en phase avec les besoins d'une personne vieillissante ou ayant des difficultés en raison de certaines pathologies et d'en évaluer le vécu. Le logement du bien vieillir, c'est une recherche qui est avant tout partenariale, qui a été menée donc par Leroy Merlin Sources en collaboration avec AG2R La Mondiale, avec Aquiotherm, qui est un cluster thermal sur la région Nouvelle-Aquitaine, et avec XL Habitat, qui est donc le bailleur social des Landes. Et l'expérimentation telle qu'elle a été pensée par les partenaires, finalement, elle repose sur deux principes. Le premier, c'est de montrer en fait finalement une amélioration du confort sans se limiter aux normes d'accessibilité proposées aux personnes à mobilité réduite, donc en introduisant d'autres dispositifs. Et la seconde idée, c'était de se dire que l'expérience vécue, finalement, pouvait permettre aux locataires de retirer les bénéfices de ces aménagements et de ces adaptations. C'est dans cette optique en fait que Leroy Merlin Sources a mandaté le Forum urbain, qui a lui-même composé une équipe de chercheurs du laboratoire Pavé, dont je faisais partie avec Guy Tapi et Maëlle Gonneau, qui sont tous les deux sociologues. Et l'objectif de l'étude, finalement, c'était d'évaluer à la fois l'appropriation de ces dispositifs et du regard porté sur le logement du bien vieillir au moment de la cure, et aussi de saisir si ce qui avait été mis en place permettait aux locataires de se projeter dans leur domicile et sur leur propre vieillissement par la suite pour éventuellement pouvoir l'adapter et l'aménager.
Merci. Et donc, du coup, entre modernisation du cadre de vie et confort, quels ont été les aménagements qui ont été retenus pour accompagner la prise de conscience et le besoin d'adaptation? En fait, il y a deux types d'aménagements qui ont été réalisés. Les premiers visaient à modifier la composition de l'espace. On était à l'origine sur un logement avec une cuisine qui était très fermée, un cellier composé d'un cellier, donc un bloc cuisine-cellier assez fermé. Donc l'un des premiers travaux qui ont été réalisés a été l'ouverture en fait de cette cuisine pour coller un peu plus près aux normes et aux représentations du domicile actuel, avec cette idée de cuisine un peu ouverte. Donc, c'était dans la composition de l'espace, l'idée, c'était de gagner en lumière, c'était aussi d'apporter des propositions et des aménagements qui correspondent plus aux normes actuelles de modernité et de confort. Donc, il y a un gros travail qui a été effectué aussi sur la salle de bain pour en faire vraiment un lieu agréable à vivre. Donc ça, c'était les premiers types de travaux qui ont été menés. Et dans un deuxième temps, il y a donc eu toute la mise en place d'un mobilier adapté, toujours dans cet objectif de modernisation et de confort. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Au niveau de la cuisine, il y a avant tout en fait, tous les éléments d'électroménager un peu lourds ont été mis en fait à hauteur pour éviter justement d'avoir à se baisser trop régulièrement et donc de favoriser finalement les gestes douloureux. Donc tout ce qui va être lave-vaisselle, machine à laver a été mis à hauteur d'homme. Et il y a aussi eu la mise en place de cadres élévateurs donc qui permettait finalement de régler la hauteur, notamment du placard là au-dessus de l'évier que vous voyez sur la photo au centre de la présentation, qui en fait permettait de régler en fonction de sa taille, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'on avait besoin de saisir dans ce placard finalement, de pouvoir le baisser ou au contraire le relever pour limiter au maximum les gestes douloureux. Dans la salle de bain, il a été mis en place un bac extra plat au niveau de la douche pour éviter les emmarchements trop importants. La vasque d'évier a été installée de sorte qu'on puisse soit s'asseoir quand on avait besoin de se brosser les dents, de se préparer ou comme ça, soit qu'effectivement une personne avec un fauteuil roulant puisse se positionner en dessous sans être gênée. Et au niveau des chambres aussi, les lits avec cadre élévateur, surélévation ont été mis en place pour pouvoir permettre aux curistes en fait, de régler la hauteur qui leur correspondait le mieux et qui correspondait aussi le plus à leur pathologie. Et donc, vous n'avez pas seulement interrogé les retraités dans ce logement au moment de la cure, vous êtes aussi allé les rencontrer à leur domicile. Du coup, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de leur parcours et de leur confrontation à deux espaces de vie, à deux moments différents? Effectivement, l'un des objectifs de l'étude était de faire en fait, des entretiens en deux temps. Donc, dans un premier temps, où on a rencontré ces curistes, ces locataires au moment en fait, de leur cure, lorsqu'ils étaient locataires du logement, où là, on a vraiment réfléchi, on a vraiment abordé différents thèmes, différents points autour de leur utilisation de ces logements et puis des limites qu'ils commençaient à identifier sur leur propre lieu de vie. Et on les a rencontrés dans un second temps avec un décalage de plusieurs mois chez eux cette fois-ci, pour essayer d'identifier si déjà de mieux percevoir quelles étaient les potentielles difficultés qu'ils pouvaient ressentir chez eux et puis de voir si effectivement ce logement avait pu avoir une influence sur leur capacité à s'adapter et à aménager leur lieu de vie. En fait, on s'est rendu compte que l'aspect living lab, un peu de cet appartement, de ce logement du bien vieillir, a été perçu de manière différente en fait en fonction des individus et notamment on a mis en fait en évidence 4 postures vis-à-vis du vieillissement du logement qui sont pas des postures qui sont exclusives les unes des autres. C'est vraiment une capacité à évoluer à travers ces postures au fil de son parcours de vie, de son parcours résidentiel. Est-ce que vous pourriez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc en fait ces 4 postures, c'est l'indifférence, le détachement, le conservatisme et la prévoyance. Donc pour vous les détailler un peu plus en détail, au niveau de l'indifférence, en fait on s'est rendu compte que c'était des personnes qui soit étaient animées par une absence
de réflexivité par rapport aux effets du vieillissement, qui n'en avaient pas conscience, qui n'arrivaient pas à anticiper et à voir les difficultés qu'elles pouvaient avoir, soit au contraire qui étaient face à une distance vraiment consciente et volontaire vis-à-vis de ce vieillissement, donc qui avait faisait l'objet d'une réflexivité finalement importante, mais qui ne souhaitaient pas mettre en place des choses et adapter et aménager leur logement en conséquence, et qui donc adaptaient en fait comme démarche une forme de résilience finalement pour faire face aux difficultés avec un changement des pratiques, des solutions plus ou moins adaptées au niveau de leur logement, alors que finalement des aménagements des modifications de l'espace ou la mise en place d'un mobilier ou de dispositifs plus adaptés auraient été plus évidents pour eux au quotidien. Le deuxième profil qu'on a identifié, c'est la question du détachement. C'est l'idée finalement d'avoir parfaitement conscience de ce que peut impliquer le vieillissement et des difficultés qu'on peut ressentir à domicile, mais d'être persuadé qu'on n'est pas encore concerné par ce problème-là. Finalement, pour ces personnes, les vieux, c'est les autres. Ce qui fait qu'au niveau du logement du bien vieillir, ils avaient parfaitement conscience de l'intérêt des dispositifs qu'on leur proposait, de la mise en place des aménagements. Mais ils n'étaient pas dans la capacité de transposer dans leur propre logement. Et donc ils étaient vraiment axés sur les personnes avec un handicap important ou qui étaient en fauteuil roulant, et l'intérêt de ces aménagements ne se portait que sur ces personnes-là, et c'est sans doute le profil pour qui le spectre un peu du fauteuil roulant est le plus important et vraiment le plus conséquent, et où l'aménagement finalement du domicile ne se fera que dans cette optique-là du fauteuil roulant, et que face à cette contrainte d'accessibilité du logement. La quatrième posture qu'on a identifiée, c'est la question du conservatisme. C'est une volonté en fait de préserver les usages, les lieux, les objets, et de privilégier finalement la valeur symbolique de ces objets, de ces lieux et de ces usages, au détriment de l'aménagement du domicile. Donc, ça peut être à travers des objets. On avait un monsieur qui était très attaché à une certaine baignoire qu'il avait mis, qui lui avait, au moment de son aménagement, coûté relativement cher, et dont il ne voulait pas se séparer, bien qu'il avait conscience qu'il était de plus en plus difficile pour lui de l'enjamber pour monter dedans. Mais ça peut être aussi en termes de pratique et d'usage, donc au travers d'activités telles que le bricolage, le jardinage, qui, même si elles se réduisent dans le temps, en fait, finalement, on a envie de garder ces différents éléments, et ça va limiter sur un éventuel déménagement, ce besoin d'avoir finalement, de s'attacher, de conserver cette logique vis-à-vis de ces pratiques. Et enfin, la dernière posture qu'on a identifiée, c'est celle de la prévoyance. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont très clairvoyantes vis-à-vis des difficultés qu'elles rencontrent dans leur logement, et qui sont vraiment dans une volonté de se nourrir de l'ensemble des objets, des outils, des médias qui puissent lui permettre d'acquérir de la connaissance finalement sur la potentialité d'aménagement et d'adaptation de leur logement. Et c'est sans doute pour ces personnes-là que le logement du bien vieillir a été le plus efficace, ou le plus efficient du moins, dans le sens où c'est vrai, ils ont réussi pour la plupart des personnes qui adoptaient cette posture à projeter en fait ce qui leur avait été proposé dans le cadre de ce logement dans leur propre habitat, dans leur propre lieu de vie. Et surtout, ce qui est assez intéressant chez les prévoyants, c'est qu'ils ne sont plus dans une logique finalement de simple adaptation et d'aménagement, mais ils sont bien dans une perspective de gain de confort vis-à-vis de ces modifications-là, où là, on a un véritable basculement sur cet enjeu d'aménagement et d'adaptation de son logement vis-à-vis du vieillissement. Voilà un petit peu en quelques minutes la présentation de l'étude que nous avons pu mener dans le cadre de ce logement du bien vieillir. Merci Manon. Juste avant de passer à la suite, nous avons déjà trois questions pour vous, et notamment certaines qui concernent plutôt la méthodologie sur le nombre de personnes qui font partie de l'enquête, le pourcentage parmi les 4 réceptions, parmi les personnes interrogées,
Et puis, savoir si les aménagements étaient plutôt d'ordre préventif. On a des questions. Est-ce qu'il s'agit d'améliorer le lieu de vie pour éviter les risques d'accident, donc confort, sécurité et bien vivre à son domicile? Et y a-t-il des actions menées pour des personnes vieillissantes en perte d'autonomie? Donc, peut-être répondre d'abord sur les questions de méthodologie qui sont développées dans le rapport. Alors, je suis désolée, Claire, en fait, excusez-moi, ça a coupé, enfin, j'ai eu un problème de connexion, donc je n'ai pas entendu la première question concernant effectivement la méthodologie. Sur la méthodologie, Donc, la méthodologie. Ouais, le nombre de personnes qui font partie de l'enquête. Vous n'entendez pas? Alors, donc, j'imagine que je n'entends pas très bien, j'en suis désolée, ça coupe vraiment au moment où vous avez... J'imagine que vous me demandez le nombre de personnes qu'on a interrogées. Voilà, très bien. Donc comme ça, au moins, c'était... donc en fait, on a réalisé au total, donc sur 18 mois, donc sur deux saisons de cure, on a rencontré 15... on a réalisé des entretiens auprès de 15 locations et donc on a rencontré 25 personnes puisque certaines personnes, au moment de leur location, sont venues en couple ou sont venues avec... on a rencontré 2 sœurs, on a rencontré notamment des amis qui étaient venus, qui avaient loué ce logement puisque je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'était le logement qui avait été sélectionné, qui a été adapté, était un T3, donc qui disposait de 2 chambres. Et donc, l'idée, c'était effectivement aussi que les gens puissent venir à plusieurs pour que nous, ça nous fasse aussi plus de personnes à interroger. Mais donc, au total, on a rencontré 25 personnes. Merci. Et donc, pour la question sur les aménagements, effectivement, c'était plutôt des aménagements d'ordre préventif pour améliorer le confort et la sécurité et le bien vivre dans le logement dans le cadre de cure. Et donc, par rapport à la disposition du logement et au fait que c'était dans une résidence et d'un bailleur social, ça ne nous permettait pas de transformer complètement le logement et de toucher au bâti pour pouvoir l'adapter à des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est pour ça que c'était volontaire dans la recherche de s'intéresser beaucoup plus aux personnes en situation de fragilité ou de douleur articulaire plutôt qu'en perte d'autonomie. Je rajouterais aussi que l'un des objectifs, quelque part aussi, c'était de démontrer comment sur un logement vraiment, qui de base n'était pas parfait et qui était confronté dans lequel il y avait certaines contraintes et notamment d'ordre constructif, il était quand même possible d'aménager les choses et d'améliorer le confort et la qualité de vie en prenant en considération justement ces contraintes et effectivement cette question de l'accessibilité. Et donc, vous pouvez retrouver sur Leroy Merlin Sources à la fois le rapport de recherche complet, mais aussi une vidéo de présentation qui vous permet de découvrir le logement et tous les travaux d'adaptation qui ont été réalisés. Merci beaucoup, Manon. Avec plaisir. Pascal. Merci beaucoup, Claire et Manon Labarchette, pour cette intervention. Je pense que ce qui est intéressant par rapport aux questions qui sont passées, c'est que cette typologie qui présente 4 attitudes fondamentales, en fait, on les croise les uns et les autres tous dans nos travaux. Et je pense que c'est effectivement, au-delà d'une enquête qualitative, des profils qu'il faut un peu objectiver. Mais comme l'a très bien dit Manon Labarchette, c'est aussi des postures par lesquelles on passe tout au long de son vieillissement, certaines personnes pouvant rester figées à l'une d'entre elles et d'autres au contraire pouvant se déplacer d'une posture à une autre et on n'est pas obligé non plus de passer par les 4. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Ça permet de faire la transition, cette question des postures vis-à-vis de l'adaptation, des aménagements et de l'adaptation de son logement, avec l'intervention d'Odile Marconnet, qui est ergothérapeute et donc directrice du CREDAT à Marseille. Est-ce que, Odile Marconnet, vous pouvez nous rappeler tout d'abord qui sont les ergothérapeutes et quel est le cadre de leur intervention? Parce qu'on en parle beaucoup. La plupart, j'imagine, de nos participants aujourd'hui au webinaire les connaissent bien, mais peut-être que vous pouvez repréciser comment vous travaillez à la fois dans le logement et auprès des personnes. Oui, tout à fait. Donc, si on peut passer tout de suite à l'image suivante, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc les ergothérapeutes, effectivement, c'est une profession qui est du milieu médical, surtout aux confins du social et du sanitaire, et qui est centrée sur la personne dans son environnement. Donc, je vous ai mis un petit schéma, un petit peu d'intervention et la manière dont on procède
dans le cadre du CREDAT et puis dans d'autres cadres d'ailleurs, mais au sein de l'aménagement du lieu de vie. L'important en tant que professionnel du médical, c'est de prendre en compte effectivement les déficiences et les capacités et les incapacités de la personne en lien avec sa pathologie, hein, ou le fait que le pourquoi de son incapacité. Ces difficultés sont à mettre en lien avec les facteurs environnementaux, donc tout ce qui concerne la personne, hein. Donc c'est ses facteurs humains, c'est-à-dire sa famille, son environnement social, ses activités qu'elle peut avoir aussi à l'extérieur ou en lien avec ses voisins, et les facteurs matériels, c'est-à-dire facteurs matériels, ce qu'on appelle, c'est l'environnement architectural, c'est la géographie du lieu dans lequel elle est, c'est son territoire d'habitat. Est-ce que c'est dans une ville, est-ce que c'est semi-urbain ou c'est complètement à la campagne? Et est-ce que ces deux environnements, quand on va les mettre en interaction, est-ce que ça va être facilitateur? Est-ce que ça va être quelque chose qui va l'aider par rapport à ses difficultés? Ou est-ce que ça va être ce qu'on appelle donc la situation de handicap, mais surtout la situation dans laquelle elle va être empêchée de faire quelque chose? Donc tout ça, ça va être mis en lien au sein d'une intervention à domicile qui va durer peut-être de 1 heure à 3 heures dans le cadre d'une première intervention afin de pouvoir prendre en compte tous ces facteurs-là. On va pouvoir ainsi élaborer un processus de mise en place de compensation. Ces mises en place de compensation vont être le plus possible adaptées à la situation de la personne, mais toujours avec elle. C'est-à-dire qu'il est hors de question de proposer des choses sans que la personne en soit d'accord. Alors si la personne est plus ou moins consciente, on ne peut pas en penser des troubles cognitifs, on va s'attacher à la famille, aux ceux qui l'entourent. Et on va effectivement retrouver ces 4 postures dont vient parler Manon, de comportement de personnes au sein de ce processus de mise en place des compensations. Donc, si on peut passer, voilà. Donc c'est un peu l'intervention de l'ergothérapeute au sein des aménagements de domicile. Et effectivement, on fait aussi de la sensibilisation, on fait aussi de l'information auprès des professionnels avec qui qu'on va rencontrer dans le sein de cet accompagnement d'aménagement. Alors justement, Odile, concrètement, comment est-ce que ça se passe dans le logement et comment est-ce que vous pouvez, à travers des exemples très concrets, nous montrer comment à la fois on solutionne les obstacles rencontrés dans le cadre bâti ou dans la difficulté d'une personne à réaliser une tâche et comment la personne elle-même accueille les propositions que vous lui faites? Donc effectivement, je vous ai proposé là plusieurs situations de personnes pour lesquelles on est intervenu et qui vont mettre en jeu beaucoup d'intervenants aussi. Donc là, par exemple, la première image, c'est une image comme vous pouvez le voir, on est sur une ville avec beaucoup d'escaliers, comme il y en a beaucoup en Provence. Je pense à Gardanne, je pense à Grasse. Où effectivement les personnes qui habitent là depuis longtemps, on est dans des centres anciens, ont besoin d'aller dans le centre-ville, dans le centre-bourg pour aller faire ses courses, pour aller à la poste et franchir des escaliers. Donc là, on est sur la situation d'une personne qui avait des problèmes respiratoires et qui ne pouvait plus monter en centre-ville. Donc, en lien avec la voirie de la ville, on a mis en place un siège monte-escalier qui pouvait évidemment pouvoir subir les intempéries. L'image d'après, s'il vous plaît. Donc là, on est sur une situation d'une personne âgée qui a des troubles de l'équilibre pour lesquels on est intervenu pour la salle de bain. Donc vous voyez que la baignoire était encastrée dans un coin de la pièce. Et on a réussi en lien avec les artisans, parce que la solution se construit aussi avec les problèmes techniques et donc la vie de l'artisan. On a réussi à faire une salle de bain avec une douche relativement plate, c'est-à-dire qu'il y a un petit ressaut de 5 cm. On a pu mettre le siège et, sachant qu'il y avait une tierce personne de toute façon qui devait intervenir pour l'aider à la toilette, on a choisi de mettre en place une paroi à mi-hauteur avec un rideau de douche qui permet à la tierce personne de pouvoir intervenir sans se tremper.
L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est un monsieur, donc là, je vous ai un peu plus détaillé la situation parce que c'est important de mettre en lien cet aménagement avec toujours la situation de la personne, hein. Donc, c'est une personne qui a eu une amputation fémorale, hein, donc haute, suite à un problème de diabète, hein, donc grave, et qui a dû être amputée. Donc, c'est une personne qui marche avec une ou deux béquilles selon si elle est appareillée ou pas. Donc l'espace douche, comme vous pouvez le voir, était très compliqué pour rentrer dedans. Elle ne pouvait pas se laver dedans seule, il fallait l'intervention de sa femme. Et c'est une personne relativement jeune, hein, 61 ans, donc qui avait aussi besoin de pouvoir se laver seule et que sa femme travaillait, donc elle n'était pas forcément là disponible pour l'aider au moment de sa toilette. Donc l'image suivante. Je vous ai proposé donc une petite image à gauche qui présente si on avait fait un aménagement sans tenir compte de la personne, c'est-à-dire selon les règles d'accessibilité. Donc la douche aurait été une douche, on peut dire classique, hein, suffisamment large, mais avec un siège dans le fond, avec un petit receveur qui n'est pas très haut à franchir non plus. Mais pour cette personne, ça aurait été impossible d'aller se laver seule. Et donc l'adaptation, donc là on est vraiment entre l'aménagement et l'adaptation du lieu de vie. On a installé donc un banc carrelé pour qu'il puisse s'asseoir sur le côté pour pouvoir enlever sa prothèse tranquillement et en sécurité, qu'il puisse ensuite pivoter sur ce siège et être assis tranquillement lors de la toilette, avec une barre d'appui parce qu'il a l'équilibre debout sur une jambe quelque temps, donc il peut se laver et se mettre debout pour la toilette intime, et faire les gestes inverses pour se sécher, donc il peut se sécher sur ce banc, et grâce à la barre d'appui qui est sur la gauche du banc à l'extérieur, ça lui permet aussi de se redresser lorsqu'il aura remis sa prothèse. Sur l'accès au lavabo, donc comme vous pouvez le voir, donc on a mis un lavabo accessible pour lui parce que le temps de se laver les dents, de se raser, il est en position assise et donc il y a un lavabo pour lui en position assise et l'autre lavabo est conservé pour sa femme qui existait déjà. Donc c'est à la fois un aménagement qui va être très accessible et très adapté en fait aux gestes que monsieur a et à ses habitudes de gérer son problème de santé. On peut passer à l'exemple suivant. Donc là, on est sur un aménagement de cuisine pour une personne âgée qui avait besoin de se faire à manger, qui aimait ça, qui recevait ses enfants, mais qui avait, dû à un gros problème de dos, besoin d'alterner la position assise et la position debout. Donc, on a fait à la fois de sa cuisine ancienne, vous voyez, qui était un peu compliquée pour lui, un aménagement complètement adapté avec la possibilité, lorsqu'il était devant l'évier pour laver les légumes ou pour remuer les choses lors du temps de la préparation et de la cuisson, un espace évidé pour qu'il puisse rester assis et se reposer, entre guillemets, en tous les cas, ne pas souffrir de son dos. Et tous les rangements, machines à laver, four, etc., ont été pensés et positionnés à la hauteur par rapport à la taille de ce monsieur. On peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Donc, toutes ces compensations, ces gestes, ces habitudes de vie, donc c'est évidemment des compensations architecturales, mais c'est aussi tout ce qui est matériel, aide technique, ce qu'on appelle nous dans le jargon les aides techniques, mais aussi les gestes. Tout ça, ça fait un tout dans le cadre d'un projet de mise en place d'adaptation du domicile. Ce n'est pas que l'aménagement architectural. Alors, vous avez réalisé, Odile, au sein du CREDAT, une enquête pour faire un tout petit peu le point sur, au fond, ce que deviennent vos préconisations, puisque les ergothérapeutes réalisent aujourd'hui en France, dans le cadre de plusieurs dispositifs, des diagnostics qui permettent aux habitants de pouvoir ensuite réaliser des travaux. Mais comme on l'a dit en ouverture de ce webinaire, seulement 6% des logements sont adaptés en France. Donc, ça veut dire que le passage à l'acte ne se fait pas systématiquement. Donc, quels sont aujourd'hui les enjeux et les limites que vous constatez dans le passage à l'acte pour vos diagnostics et vos interventions? Tout à fait. Donc, on a réalisé, alors on n'est pas du tout sociologue et on n'a pas fait cette enquête de manière
j'imagine, très dans les règles de l'art en tous les cas, mais c'est vrai qu'en 2015, on avait fait un certain nombre de visites à domicile dans le cadre de 2 dispositifs, qui sont celui de la CARSAT et celui des caisses de retraite complémentaires, qui s'appellent par une plateforme qui s'appelait Domiserve. Donc, on a interrogé 100 personnes chez qui on avait été faire un diagnostic et des préconisations d'aménagement, sachant que dans le cadre de ces dispositifs, le CREDAT n'est pas forcément informé des suites qui sont données à cet aménagement. Donc, on était un peu frustrés de ça et c'est pour ça qu'on avait mené cette enquête. Et on s'est aperçu, donc pour nous, c'était un peu dramatique, mais voilà, que 50% des personnes à peu près n'avaient pas réalisé ces aménagements. Et il y avait quand même 50% qui avaient réalisé des aménagements avec des petites satisfactions et insatisfactions sur la réalisation qui n'étaient pas forcément d'ailleurs conformes aux préconisations. Donc tout ça, ça nous a interrogés, effectivement, et les limites, les raisons pour lesquelles, en tous les cas, les personnes n'ont pas réalisé cet aménagement, c'est la plupart du temps, de la part du bénéficiaire, un problème d'accompagnement. C'est-à-dire que la personne se retrouvait seule par rapport à toutes ces procédures et ne se sentait pas, en tous les cas, ne pouvait pas, ne comprenait pas et n'avait pas eu le réflexe de rappeler quelqu'un pour l'aider dans ses démarches. Il y a aussi évidemment le problème, toutes ces étapes, si on est locataire, si on est propriétaire, tout ça, c'est des statuts différents qui fait qu'on va devoir demander des autorisations, donc faire intervenir par exemple les bailleurs, qui on interroge dans le cadre d'un logement locatif bailleur public. Les gens sont un petit peu perdus aussi par rapport à ça. En tant que propriétaire, par exemple, la première image que je vous ai présentée, c'est un accès voirie. Donc, ça veut dire faire des démarches auprès de la ville. Qui fait ces démarches? Comment on les fait? Quelle autorisation? Et tout ça, ce sont des procédures compliquées pour les personnes, compliquées et complexes. Donc, on peut passer à l'image suivante, où lequel je vous ai un petit peu présenté tous ces enjeux et ces limites. Donc on est sur des bâtiments, des habitats, des logements complexes, avec des accès difficiles. Quand on est au 5e étage, quand on voit l'escalier qui lui-même est répertorié dans le cadre du patrimoine sur lequel on ne peut pas toucher, c'est un problème pour la personne qui, elle, ne veut pas déménager parce qu'elle aime son logement, elle est propriétaire de son logement, elle sait que si elle le vend, elle ne pourra pas trouver un logement adapté à sa situation. À gauche, on a aussi des situations d'accès qui sont prévues par des bailleurs ou par des constructeurs qui ne sont pas adaptés aux personnes individuelles. On a aussi des logements très particuliers. Ça nous arrive de faire des aménagements de logements dans des caravanes ou dans des mobil-homes qui ne sont plus du tout mobiles, comme vous pouvez le voir, mais que la personne a bricolé au fur et à mesure. Comment on trouve des solutions techniques. Et la solution technique, donc je vous ai mis cette image à droite, qui est une salle de bain qui ne correspond pas ni à la préconisation, ni aux besoins de la personne. Et je pense que là, la limite et l'enjeu, c'était la discussion avec l'artisan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse mettre des barres et que la personne ne va pas pouvoir les atteindre? Comment ça se fait que la personne met son siège dos à la robinetterie alors qu'elle va devoir se relever, se tourner pour pouvoir actionner sa robinetterie? Donc tout ça, c'est un peu symbolique, mais c'est des réalités, en tous les cas, que l'on rencontre tout le temps. Et des fois, ça se passe très bien, des fois, ça se passe... je pense que ce sera les questions d'après, mais c'est vrai que de discuter avec le maximum de personnes qui vont intervenir dans le cadre de cet aménagement est essentiel pour que celui-ci puisse se faire. Merci beaucoup, Odile. Alors justement, 2 questions avant de passer à la dernière intervention de ce webinaire. La toute première concerne le réseau des ergothérapeutes en France, avec deux questions. Comment est-ce qu'on peut joindre facilement un ergothérapeute en France aujourd'hui? Et puis deuxièmement, la personne qui pose la question disait, vous n'êtes peut-être pas assez nombreux, et puis les délais sont souvent longs pour avoir un rendez-vous, environ 6 mois.
Alors, comment contacter un ergothérapeute? Alors déjà, il existe effectivement des ergothérapeutes en libéral qui sont dans les pages jaunes de l'annuaire, donc ça existe. Sinon, le mieux, c'est de pouvoir contacter je pense que c'est par les CCAS, c'est là où il faut faire de l'information. Nous, par exemple, au CREDAT, on est référencé. Donc, la CREDAT, c'est une association loi 1901. On est 5 ergothérapeutes au sein du CREDAT. On a monté un collectif d'ergothérapeutes en libéral sur toute la région sud, comme tu disais, Pascal, et pour pouvoir aller jusqu'en Corse. Donc, le mieux, c'est vrai, c'est effectivement de faire une recherche sur Internet pour savoir un petit peu où sont les ergothérapeutes, qui sont aussi, c'est une spécialité un petit peu de l'ergothérapie, de cet aménagement de domicile. Donc, voilà, le mieux, c'est d'essayer de joindre en tous les cas soit un service d'action sociale, soit d'essayer de trouver par le biais d'Internet des réseaux d'ergothérapeutes, sachant que, effectivement, je suis tout à fait d'accord, nous ne sommes pas assez nombreux en France. Nous sommes à peu près 13 000 en France ergothérapeutes en ce moment en exercice, ce qui est très peu quand on voit qu'ils sont à peu près 30 à 35 000 en Allemagne ou l'équivalent en Angleterre. Ça va augmenter. Il y a beaucoup d'écoles qui se créent en France. Il y en a 2 dans la région sud. Et je crois qu'il y a à peu près maintenant 20-22 écoles en France. Donc, c'est un métier qui est en voie d'expansion. Merci Odile. Une autre question, et y répondre rapidement parce que la question est extrêmement vaste, mais c'était comment est-ce qu'on fait pour faire financer ces adaptations et ces aides techniques qui vont équiper le logement et permettre à la personne d'y rester? Alors, effectivement, tout ça, c'est des étapes. Donc, il existe beaucoup d'aides au financement, comme on disait en introduction tout à l'heure. Ces aides au financement, elles sont multiples, elles dépendent de critères à la fois d'âge, de reconnaissance de situation de handicap ou voilà, dès qu'on passe secteur personne âgée, c'est-à-dire plus de 60 ans, c'est encore d'autres dispositifs, c'est soumis à conditions de ressources, c'est soumis au fait si on est locataire ou propriétaire. Donc, il y a beaucoup de critères pour avoir des financements. C'est d'ailleurs un des arguments du fait de l'échec de certains aménagements, c'est-à-dire que la personne peut avoir un financement de la CARSAT si elle est retraitée, de la CARSAT selon des revenus qui correspondent, plus un financement, on va dire, de l'ANA parce qu'elle est propriétaire, mais s'il lui reste encore trop à charge par rapport à ses revenus, elle ne va pas faire l'aménagement du domicile. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à voir, à expérimenter, à rechercher sur ces aides au financement. Mais c'est vrai que exposer tous les systèmes de financement en 5 minutes, ce n'est pas possible parce que c'est un système très, très compliqué. Voilà, ça permet d'évoquer notre patrimoine commun qui est celui du feuilletage administratif français, mais qui en même temps, voilà, si on a l'énergie et le courage de s'y pencher, permet de réaliser des choses. Merci beaucoup Odile Marconnet pour cette intervention qui a suscité encore une question, mais que je propose de garder pour la fin tout à l'heure, puisque à mon avis, elle permettra à la fois à Manon Labarchède, à vous Odile, et puis à Madame Binet-Prévost de pouvoir y répondre. Donc justement, au fond, Pierre-Olivier l'a évoqué au début en évoquant le label Ville Amie des aînés. Comment est-ce qu'on peut accompagner davantage les professionnels et les habitants? C'est un peu le projet du label Haute Sécurité Santé. Et je propose à Ariel Binet-Prévost de nous présenter ce label et de nous dire à qui il s'adresse, d'autant plus qu'il a une connotation vraiment contemporaine puisque vous le définissez comme un label social, sociétal et collaboratif. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc effectivement, le label HS2 a pour objectif de permettre aux personnes âgées et fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile ou dans un lieu choisi. On part du principe que vieillir n'est pas une maladie et nous intervenons pour effectivement accompagner les professionnels dans cet objectif pour améliorer leur pratique et puis qu'elles puissent également valoriser donc du coup leur savoir-faire. Donc la démarche s'appuie sur ce troisième pilier du développement durable, comme vous le disiez, le social, le sociétal, avec on est centré sur la personne, sur l'usage et on est vraiment dans une optique de
de s'attacher. Il ne faut pas que je regarde les commentaires au fur et à mesure que je dis. Voilà, donc on est centré sur la santé, la solidarité et la sécurité. On est dans une logique de prévention de la perte d'autonomie. Hein, donc, ce n'est pas un label qui s'adresse aux EHPAD, on s'arrête à la porte de l'EHPAD, mais on travaille vraiment avec tous les professionnels en amont de ça. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne âgée voilà, de rester chez elle dans un cadre de vie approprié. Et d'accompagner les professionnels en leur donnant des réponses structurées, des objectifs précis, des critères qui vont leur permettre de proposer à leurs locataires, à leurs clients, effectivement, des solutions qui vont pérenniser leur habitat et leur vie à domicile. Donc, c'est une démarche qui s'articule en fait autour de 5 piliers. On va venir effectivement s'attacher à évaluer l'environnement urbain, l'adaptation et la sécurisation du logement, l'essor de la télémédecine, les services numériques ou physiques et la compétence des personnels qui travaillent aux côtés des seniors. Donc, ça permet effectivement de prolonger la vie de la personne au domicile et c'est un facteur, bien entendu, très positif à la fois pour la personne, son entourage et la collectivité. Voilà. Donc, l'idée du label HS2, c'est vraiment de proposer un nouveau parcours du bien vivre et du bien vieillir. Merci beaucoup. Comment il se décline très concrètement, à la fois à l'échelle du logement et à celle de l'habitat collectif? Alors, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les axes du référentiel, alors, donc pour ceux qui posent la question, effectivement, c'est un label privé et j'y reviendrai juste après. Donc, voilà, là, vous avez les axes des différents sujets qui sont abordés dans le cadre du référentiel avec un certain nombre de critères donc, qui vont découler pour chacun de ces sujets, qui vont porter sur le bâtiment, sur les éléments de domotique qui vont être proposés, de santé, de la vie sociale. C'est très important de maintenir la vie sociale. Il n'y a pas que la chute au domicile, effectivement, qui est facteur de perte d'autonomie, et puis toutes les ressources de proximité dont la personne va pouvoir bénéficier. En fait, l'idée, c'est vraiment que la personne puisse avoir la vie la plus normale possible et puisse, même si au fil du temps, effectivement, il y a peut-être des facteurs qui vont faire que la marche va s'altérer, la vue va s'altérer, etc. Il faut vraiment permettre à la personne de vivre le plus normalement possible. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà, donc le label HS2 en fait a été créé par une personne qui s'appelle Guylaine Alajoanine, que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré ou entendu, qui aujourd'hui est présidente de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé. Et donc, elle a confié à PAS Certification le déploiement du label, qui, du fait de la manière dont il est organisé, apporte effectivement un gage de qualité de la part des bailleurs sociaux, par exemple, ou des prestataires de services qui sont labellisés. Parce qu'ils sont audités plusieurs fois. Hein. Vous avez un audit documentaire, un audit initial, un audit de surveillance. C'est un gage de continuité parce qu'il est délivré pour une période de 4 ans avec une réévaluation à 2 ans. On est dans une logique d'amélioration continue parce qu'on fonctionne avec un système de macarons, du 1er au 4e macaron et avec une progressivité, une progression dans la difficulté. Voilà. Et réalisé donc par un tiers de confiance, hein, à PAS Certification est une tierce partie indépendante. Et suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc qui est concerné? Alors aujourd'hui, on parle spécifiquement de l'habitat, donc j'ai un petit peu détaillé cette partie-là. On travaille, nous, beaucoup à l'heure actuelle avec les bailleurs sociaux dans le cadre de la labellisation de projets neufs ou du patrimoine existant. Ça peut concerner tout type d'habitat, que ce soit du collectif ou l'individuel, et puis avec des typologies très différentes. Hein, vous avez de l'habitat classique collectif, vous avez des résidences intergénérationnelles, seniors, les résidences autonomie aussi, très important, des formes d'habitat inclusif comme le béguinage ou la colocation de seniors. Voilà. Et puis, on travaille aussi de manière plus transverse avec les bailleurs sociaux sur la labellisation de leur politique senior et inclusivité.
Donc là, on est plus dans une démarche effectivement stratégique et RSE. On travaille également avec les promoteurs, là dans le cadre de projets neufs, et puis les gestionnaires de résidences en exploitation. Je faisais mention des résidences autonomie, notamment avec les CCAS, ou les associations gestionnaires auxquelles on propose de faire une évaluation de leur existant avec une espèce d'état des lieux, à la fois de l'habitat et des services, pour leur permettre d'aller plus loin, de se poser les bonnes questions et de mettre en place des plans d'action et éventuellement d'être labellisé aussi HS2. Et au-delà de l'habitat, parce qu'on travaille sur dans le cadre d'une vision écosystémique qu'on verra après, on travaille également à la labellisation de pharmacies, de SAD et de prestataires de services qui soit travaillent auprès de professionnels, soit travaillent directement ou proposent des services aux seniors directement. Et tout ça, bien entendu, avec le soutien des collectivités, parce que c'est aussi la collectivité qui apporte la dynamique. Donc voilà l'écosystème dont je viens de vous faire mention, parce que tous ces acteurs aujourd'hui interviennent finalement auprès de la personne âgée. C'est important que tous ces acteurs aussi arrivent à travailler ensemble. C'est ce qui fera qu'on arrivera effectivement à soutenir la personne âgée le plus longtemps possible dans son domicile. Et une personne âgée, c'est un acteur économique très important pour une collectivité. C'est elle qui va permettre, en effet, que la pharmacie et les commerces de proximité subsistent. Donc, l'enjeu senior est vraiment capital dans la prise de conscience des différents acteurs qui composent aujourd'hui cet écosystème. Donc, les bénéfices sont multiples pour les acteurs de l'habitat. C'est bien entendu d'avoir des standards qui sont, je dirais, les critères des référentiels du label HS2 pour la construction neuve ou de la rénovation, et puis aussi toute la partie des services qui est prise en compte. Donc, je ne vais pas tous vous les lister, mais vous voyez effectivement qu'il y a énormément de bénéfices à rentrer effectivement dans une démarche de labellisation qui, in fine, permet aussi de faire partie d'un réseau de partenaires plus facilement susceptibles de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, HS2, c'est plus de 183 projets répartis sur environ 45 départements. Et nous avons une belle progression effectivement du nombre de foyers aujourd'hui qui bénéficient d'un environnement favorable, puisqu'on est à peu près on a dépassé ce chiffre-là déjà, mais on est à plus de 6500 foyers aujourd'hui qui bénéficient d'un environnement HS2. Avec une répartition, là, vous voyez, je n'ai pas détaillé, mais vous avez plusieurs typologies effectivement d'habitat aujourd'hui qui sont représentées. On va retrouver des résidences autonomie, de l'habitat collectif avec des résidences intergénérationnelles. Merci beaucoup, Madame Binet-Prévost. Alors, peut-être avant de passer peut-être à d'autres questions, mais en tout cas, une première question, c'est est-ce que le label s'adresse à des logements ou à des ensembles de logements qui sont déjà adaptés, ou est-ce que vous accompagnez une dynamique d'adaptation de ces logements? En fait, les deux sont possibles, c'est-à-dire que vous avez… on peut être très en amont d'un projet, effectivement, au stade d'un permis de construire, par exemple, et effectivement, ça donne une feuille de route, sachant que, dans les critères qui sont couverts par le référentiel, on va retrouver tout un tas d'aménagements. Le partenaire, le client qui construit aura certainement pensé à un certain nombre d'entre eux. Dans le référentiel, on a essayé de penser à peu près à tout. Et puis, je dirais que on donne des objectifs à atteindre. En revanche, on n'accompagne pas la manière de faire, puisqu'on ne peut pas être jugé partie. Donc, il y a des organismes qui aujourd'hui peuvent accompagner sur ce qu'on appelle l'AMO ou l'AMU. Nous, dans les référentiels, effectivement, on va donner des objectifs. Ça s'applique aussi bien à du neuf qu'à de l'existant. Donc, ça peut être une perspective de construction ou d'amélioration d'existant. Très bien. Il y avait une autre question
d'un participant qui voulait savoir quelle était la différence de votre label avec le label de Delphis Habitat Senior Service. Alors, le label de Delphis, alors je ne le connais pas personnellement, mais il me semble que c'est un label qui a été créé par des bailleurs pour des bailleurs et qui s'adresse donc exclusivement effectivement aux bailleurs. Il n'y a pas cette vision, je dirais, écosystémique qui fait que plusieurs acteurs d'un même territoire peuvent être labellisés, comme c'est le cas d'un pharmacien, d'un SAD, de prestataires de services et de bailleurs sociaux et de promoteurs immobiliers. Voilà. Nous, on est dans une dynamique effectivement globale. Delphis est centré sur une problématique de bailleurs exclusivement. Très bien. Dernière question, parce qu'on en a parlé ensemble au moment de la préparation de ce webinaire, et puis vous l'avez évoqué au début de votre présentation. On sait l'intérêt de Guylaine Alajoanine pour la télémédecine. Comment pensez-vous que les aides numériques vont pouvoir jouer un rôle au sens large dans la prévention de la perte d'autonomie? Et puis, quelle place jouera au milieu de ces aides numériques la télémédecine, selon vous? Alors, pour moi, les aides numériques viennent vraiment en appui de l'humain. Ce sont des outils qui sont là pour faciliter le quotidien et qui vont permettre aussi de mieux anticiper la perte d'autonomie. Il y en a de différentes natures. On va retrouver des aides alors numériques, domotiques, des fois on fait l'amalgame. Vous avez les capteurs pour tout ce qui est actimétrie. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet de mesurer à distance des constantes corporelles. On y reviendra après. Vous avez le carnet de liaison électronique aussi, des outils de coordination qui doivent se développer absolument pour permettre aux différents professionnels de travailler ensemble. Vous avez des outils aussi numériques d'évaluation du senior. Vous avez des outils numériques qui permettent de trouver des plateformes, qui permettent de trouver de l'habitat adapté. Nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Papy Happy qui fait ça, par exemple. Des services d'entraide de proximité qui vont permettre effectivement de mettre en lien tous les acteurs bénévoles d'un territoire, comme avec Bipop, par exemple, ou voilà, des aides, des plateformes qui vont aider et accompagner au déménagement. Donc, l'aide numérique, elle est importante. On la retrouve aussi dans la formation des auxiliaires de vie, par exemple. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre je dirais, de faciliter le quotidien et de se concentrer sur l'essentiel qui est l'humain. Après, pour répondre à votre question sur la télémédecine, je vais reprendre un certain nombre d'éléments que Guylaine Alajoanine a partagés tout récemment dans une revue de formation médicale TLM, où elle rappelle que suite à la crise que l'on vit actuellement et en mars 2020, le nombre de téléconsultations a été multiplié par 100. On est arrivé à 1 million de téléconsultations l'année dernière. L'atout, c'est l'efficacité effectivement des outils qui sont utilisés dans le cadre de cette consultation et que c'est plus facile effectivement de faire voyager des données que de faire voyager les patients. Donc, elle a un vrai rôle à jouer aujourd'hui, la télémédecine, bien entendu, et notamment dans le fait de pouvoir proposer un accès équitable aux soins, sachant qu'aujourd'hui, elle estime qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui ne bénéficient pas justement de cet accès équitable aux soins sur environ 190 bassins de vie. Donc, c'est considérable. La téléconsultation, elle vient pas non plus remplacer le médecin. C'est au contraire, c'est un outil qui va permettre d'avoir un face-à-face encore plus important, encore plus personnel, je dirais, puisque le médecin est vraiment totalement dédié à son patient à travers un écran. Mais voilà, du fait, donc ça va permettre d'établir en fait un lien beaucoup plus bienveillant, chaleureux et empathique, puisqu'on est vraiment totalement attentif à son patient. Et puis pour finir, je dirais que la question, maintenant, on n'est plus à se dire est-ce qu'on va utiliser ou pas la télémédecine. Aujourd'hui, on l'utilise. Donc, c'est plutôt la formation à l'utilisation qui devient un sujet, puisqu'il est important, bien sûr, au-delà des professionnels de santé, de pouvoir permettre à
à d'autres types de professionnels qui accompagnent, comme les auxiliaires de vie, de savoir utiliser avec peut-être moins de théorie, mais beaucoup plus de pratique, les différents capteurs qui vont permettre de relever en fait les paramètres qui seront à adresser ensuite aux médecins et qui puissent vérifier que les outils fonctionnent bien. Et dans ce cadre-là aussi, de pouvoir apporter une certification des compétences de ces nouveaux professionnels qui vont pouvoir aussi accompagner grâce à la télémédecine. Très bien, merci à vous. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur le label. Je pense que les participants sont vraiment très intéressés par votre présentation. Il y en a notamment une qui porte sur le fait que est-ce que les professionnels labellisés le sont forcément sur les cinq aspects systématiquement que vous avez présentés, ou est-ce qu'ils peuvent l'être sur un seul, par exemple, l'adaptation du logement? Non, ce n'est pas à la carte. C'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, si vous voulez, un bailleur social ou même un prestataire de services va être évalué dans sa capacité à proposer aussi de nouveaux services à ses locataires ou clients. C'est-à-dire que, et c'est important parce que même s'il n'est pas, je dirais, directement à la manœuvre prenons par exemple l'exemple d'un bailleur social auquel on va demander en effet qu'il y ait des services d'aide à la toilette ou à l'entretien du logement ou de la personne. Bien entendu, ce n'est pas lui qui va directement proposer ce service-là. En revanche, il va être vivement engagé à nouer des partenariats sur son territoire avec des professionnels dont c'est le métier, ou à minima de proposer une liste de prestataires à ses locataires. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'écosystème, parce que dans le label, on est effectivement très transversal. Il y a le logement, mais un logement tout seul, aussi bien adapté soit-il, s'il est perdu au milieu des bois, qu'il n'y a pas de solution de mobilité, qu'il n'y a pas de solution de soins, qu'il n'y a pas de service, qu'il n'y a pas de vie sociale, ça ne sert à rien. La perte d'autonomie, elle sera là. Donc c'est vraiment en ça que l'on est transversaux sur les différents critères et que ce n'est pas au choix. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez répondu, je pense, à une des questions qui étaient posées. Si vous interveniez bien sur tous les territoires, oui, vous pouvez intervenir sur tous les territoires, mais au prérequis près que la personne va pouvoir accéder à l'ensemble des éléments du référentiel quand le bailleur ou l'acteur bénéficiera de votre label. En effet, mais je reste à disposition des personnes qui souhaitent… Très bien, oui, vous avez votre mail et les moyens de vous contacter sur la slide qui s'affiche actuellement. Je propose qu'on termine ce webinaire ensemble, puisque des questions ont été posées tout au long du fil de notre webinaire, que Claire puisse poser la question finale à nos intervenants avant de nous séparer. Oui, du coup, en fait, à l'écoute de vos présentations respectives, mais aussi des questions des participants, quelles perspectives, selon vous, se dessinent pour accompagner aujourd'hui des personnes dans l'aménagement et l'adaptation de leur logement? On peut commencer par Manon? Oui. Je pense que les perspectives qui se dessinent, c'est une meilleure compréhension en fait de l'hétérogénéité de cette classe d'âge qui est les personnes âgées, qui est quelque chose qu'on a déjà, qui depuis quelques années dans la recherche déjà est assez marqué, assez présent. Et effectivement, je pense que le travail qu'on a mené dans le cadre du logement du bien vieillir démontre que une nouvelle fois, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de son vieillissement, vis-à-vis de sa capacité à l'anticiper, à mettre en place des aménagements et des solutions. Et je pense que aussi l'une des forces qui a été identifiée dans l'étude que l'on a menée, c'est le caractère non stigmatisant des adaptations et des aménagements qui ont été réalisés, où finalement ce qui était proposé pouvait convenir à une personne qui était dans un processus de vieillissement, qui avait des difficultés en lien avec le vieillissement, mais qui finalement pouvait être aussi un gain de confort pour une autre catégorie d'âge avec d'autres difficultés ou pas d'ailleurs. Et donc je pense que c'est des perspectives vers lesquelles il va être intéressant et pertinent de s'orienter dans les prochaines années. Merci Manon. Odile? Oui, alors dans la lignée de ce que vient de dire Manon, je pense que les questions le reflètent, c'est le besoin d'accompagnement. Le besoin d'accompagnement de ces personnes, c'est le mot-clé. Alors l'accompagnement, maintenant, ça devient un peu aussi le mot à la mode, mais il faut qu'il soit incarné par les personnes, comme vient de dire Manon, chacun est individuel et chaque accompagnement
va devoir s'adapter à la personne. Et dans les questions qu'il y a eu, est-ce que évidemment, nous, par exemple, au CREDAT, on se propose d'accompagner jusqu'à une certaine limite les personnes en les informant régulièrement, c'est-à-dire qu'on est aussi plateforme d'information, faut pas qu'ils hésitent à nous appeler, que ce soit autant les professionnels que les personnes elles-mêmes, pour savoir où en est leur dossier, ils sont perdus, ils n'arrivent pas à joindre un tel, le prestataire habitat, enfin, comme on dit, il y a un problème de réseau complexe et compliqué, donc il faut vraiment que cet accompagnement soit efficient pour la personne, que ça soit vraiment adapté. Je vais juste citer un exemple, c'est la ville d'Antibes qui s'est réveillée un jour en se disant, il y a beaucoup de préconisations, mais il n'y a pas assez d'aménagement, et du coup, c'est le CCAS qui est devenu coordinateur de ces aménagements pour la personne. Et ça a été très, très efficace. Même si les délais sont longs, l'important, c'est que la personne soit accompagnée. On se propose aussi, nous, dans certains dispositifs, d'accompagner cette personne. L'important, c'est qu'elle ait un référent, qu'elle ait un lien et qu'elle puisse questionner ce lien pour savoir où ça en est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour moi aussi, parce que moi, je n'y arrive pas. Donc voilà, je pense que ce qui se dessine, c'est ça, et je vois qu'il y a plein d'initiatives qui arrivent par rapport à ça, et nous, on est partants pour y participer. Voilà. Merci beaucoup. Madame Binet-Prévost. Alors, je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, d'habitat inclusif. Alors, pour répondre aux questions que je viens de voir, effectivement, oui, elles pourraient rentrer dans la labellisation. Mais au-delà de ça, toutes ces nouvelles initiatives sont plutôt réconfortantes. L'habitat inclusif est vraiment un choix de vie des personnes. Et aujourd'hui, c'est vraiment capital de pouvoir leur proposer d'avoir le choix dans le parcours résidentiel et de ne pas se dire j'ai mon habitat historique et puis l'EHPAD et au milieu rien. Non, ce n'est pas vrai. Il y a énormément, et ça sera l'objet, je crois, de votre prochain webinaire, mais il y a énormément d'offres aujourd'hui et c'est plutôt réconfortant. Après, j'apporterai un complément. Aujourd'hui, on a parlé de la sensibilisation effectivement des personnes âgées et je pense qu'il ne faut ne pas non plus oublier l'entourage des personnes âgées, ce qu'on appelle les aidants familiaux. Aujourd'hui, les aidants familiaux, c'est 11 millions de personnes, pour la plupart des actifs. Donc, ça veut dire que la sensibilisation aussi, elle doit passer auprès du grand public et que tous ces aidants familiaux, à un moment donné, peuvent permettre à la personne âgée de prendre conscience aussi de ses limites et des besoins qu'elle a d'avoir un certain type d'aménagement pour lui faciliter la vie. Donc, c'est aussi un sujet. Merci beaucoup. Pascal, je te laisse conclure. Oui, merci en tout cas de cette dernière réflexion, Madame Binet-Prévost, parce que ce qu'elle dit aussi, c'est quelle est la place qu'on laisse au vieillissement, aux personnes âgées dans notre société, dans une société quand même qui d'abord refuse globalement la mort, mais aussi refuse globalement le vieillissement. Donc je pense que tout le travail du réseau francophone Ville Amie des Aînés, il est aussi de redonner une place positive aux personnes, de leur donner leur place de citoyen à part entière dans les processus de vie. Mais Pierre-Olivier le dira très bien lorsqu'il dira au revoir tout à l'heure après. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Manon Labarchelle, évidemment, Odile Marconnet et Ariane Binet-Prévost pour le temps qu'elles nous ont accordé pour préparer ce webinaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites avec nous ou sans nous, puisque nous, on n'est pas labellisé HS2, mais peut-être qu'un jour, on va finir par l'être aussi. Merci à la plateforme d'Idéalco, à Emmanuel Crex et à Isabelle Veine-Pio de leur accompagnement. Elles nous ont bien formés. Vous avez vu que globalement, ça s'est bien passé. Vous ne nous avez pas perdus et c'est grâce à Idéalco. Le webinaire sera à revoir en replay sur la plateforme d'Idéalco. Vous pourrez aussi le retrouver sur le réseau francophone Ville Amie des Aînés et sur le Roi Merlin Source, bien sûr. Et puis, comme on vous l'a dit, comme Madame Binet-Prévost l'a annoncé juste à l'instant, le jeudi 27 mai, à 14h30, on vous retrouve pour parler justement de cette nouvelle mode qu'on peut appeler comme ça, de l'habitat inclusif ou habitat alternatif. Est-ce que c'est un habitat qui est si inclusif qu'il le prétend? Est-ce que c'est un habitat qui se répand vraiment
pour tous. Quelles sont les classes d'âge qui s'engagent dans ces formes d'habitat? On aura des gens aussi passionnants et aussi engagés que ceux d'aujourd'hui pour en parler avec nous. En tout cas, au nom de Leroy Merlin Sources, de Claire, un très grand merci pour votre participation aujourd'hui et pour votre écoute. Vous êtes restés très nombreux. Merci beaucoup. Voilà, je me joins à Pascal pour les remerciements et pour le remercier, lui, tout particulièrement pour s'être engagé et avoir pris du temps pour animer et préparer ces échanges. Moi, ce que j'en retire, c'est en fait ce rapport d'attention et de service envers les personnes âgées et quelque part d'être vigilant à l'art de vivre que chacun développe quand il habite chez lui et d'être attentif à ce qui lui importe et qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable dans le parcours de vie. Et ça, c'est vraiment, je dirais, au cœur de la démarche Vie l'Ami des aînés. Faire attention aux habitants et ne pas vouloir aller au-delà de ce qu'ils peuvent, mais de les faire aussi cheminer et de leur faire prendre corps qu'ils font partie d'un ensemble qui peut être leur quartier, leur village, leur ville ou plus largement, mais qu'il faut partir d'eux pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'on se sente bien chez soi. Et aussi, le chez soi, c'est penser comment on est avec les autres. C'est ça sûrement qui va nous animer dans la prochaine rencontre autour de cette question de l'habitat inclusif ou alternatif. Merci à vous et à très très vite.